Il est 20h. Nous développerons dans ce journal comment la digitalisation de l'administration est en marche. 6 nouvelles plateformes viennent d'être présentées au Premier ministre. Elles concernent principalement le secteur de l'éducation, de la gestion de l'administration scolaire à l'inscription des étudiants, en passant par le choix des formations et l'obtention des allocations financières des étudiants. Tout y passe. Mamari Kone et Aliou Touré nous feront les présentations. Bientôt, la reprise du trafic ferroviaire Bamako-Kai Bamako, l'État du Mali et la société Covec viennent de signer un protocole d'accord pour la réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro pour près de 2 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution est de 4 mois. Les détails de cette signature, ça sera avec Bemba Sibi. Situation Mali-Algérie, les femmes du Mali sonnent la mobilisation et s'engagent à soutenir les autorités de la transition et les FAMA jusqu'à la pacification du territoire national. Elles étaient en meeting ce matin au centre Awa Keïta en commune 3 du district de Bamako. Une démonstration de force dont a été témoin notre reporter Awa Ditma à Kamara. Les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES en conclave à Bamako, ils vont mutualiser les composantes aériennes des pays membres de l'AES afin de développer les capacités conjointes de surveillance dans le Sahel et aussi préparer des opérations coordonnées contre les groupes armés terroristes. Et dans la chronique judiciaire, on fera le lien entre la culture et le système judiciaire. Garibou Pérou revient sur le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel, régi par la loi du 28 juillet 2022 et le code pénal du 13 décembre 2024, des articles qui condamnent les atteintes du patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'information du jour. La digitalisation de l'administration est réellement en marche. 6 nouvelles plateformes ont été présentées cet après-midi au comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Toutes ces solutions concernent le secteur de l'éducation. Elles vont de la gestion de l'administration scolaire à l'inscription des étudiants en passant par le choix des formations et l'obtention des allocations financières des étudiants. Le Premier ministre a présidé la réunion. Le général de division, Abdoulaye Maïga, a salué les experts pour la qualité du travail, nous affirment Mamari Kone et Aliou Touré. C'est une avancée notable que le secteur de l'éducation vient de faire dans la digitalisation de l'administration. Lors de cette réunion du comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, 4 présentations ont été faites par les experts. C'est la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale qui donne le ton avec le portail de l'éducation comme une solution de gestion harmonieuse et sécurisée de l'éducation. Cette plateforme a pour objectif d'améliorer le système éducatif et de renforcer la gouvernance. Elle a permis d'économiser 4 milliards de francs CFA. La solution met à la disposition des acteurs des outils nécessaires pour faire de la collaboration le vecteur du développement de l'éducation. Ce qui a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale participe de cette vague de fonds qui est en train d'arriver au niveau de la digitalisation sous les hautes instructions de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je dis bien une vague de fonds parce qu'aujourd'hui j'ai vu, senti et j'ai été convaincu du changement qui est en train de s'opérer dans le système éducatif. Ensuite, c'est au tour de Mali Campus de présenter les processus de gestion intégrée Cocktail Plus en vue de faire face aux problématiques du moment. Ce portail d'accès à l'enseignement supérieur offre une trentaine de modules. Le PGI est une source sûre d'informations avec une présentation détaillée des offres de formation des universités et des grandes écoles publiques. Il donne l'opportunité à chaque candidat de mieux fonder son orientation et son choix de programme de formation. Il permet enfin la préinscription et l'inscription des candidats à l'enseignement supérieur. Le Centre des œuvres universitaires Sinou a présenté 3 solutions numériques que sont Mon Sinou à domicile, Sigou Système intégré de gestion des œuvres universitaires et Sinou Koubarou. Donc les solutions qui ont été présentées par les équipes de l'enseignement supérieur sont des solutions très importantes, à commencer par la préinscription des étudiants, parce qu'on ne peut pas entrer dans le système de l'enseignement supérieur sans être identifié et préinscrit. Ensuite, il y a la possibilité d'inscription dans les structures pédagogiques de l'enseignement supérieur et passer par la gestion de l'étudiant au niveau du Centre national des œuvres universitaires.
Donc tout cela permet à l'étudiant de ne pas se retrouver dans des rangs énormes comme ça se faisait dans les temps. Il n'y a plus de rangs. Les étudiants se préinscrivent en ligne. Ils se font identifier par les CNU à travers les dépôts de leur demande de bourse et tous les autres aspects aussi en ligne. Donc il n'y a plus de rangs. Ça c'est très important. Ça permet aussi de gérer les ressources financières qui sont mises à la disposition de l'enseignement supérieur de manière transparente et de manière beaucoup plus efficiente. Ces différentes plateformes facilitent l'accès des étudiants aux allocations financières, rationalisent et sécurisent la gestion des fonds, réduisent les délais de traitement, améliorent la transparence et renforcent la gouvernance. La dernière solution présentée est initiée par l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Le système intégré de gestion d'une université est une application de gestion qui vise à simplifier diverses tâches administratives et l'accès à des informations importantes telles que les notes et les emplois du temps. L'application offre une interface conviviale qui permet aux étudiants de saisir leurs informations personnelles, de sélectionner les cours souhaités et de finaliser les processus d'inscription en quelques clics sur leurs appareils mobiles. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga a salué les experts pour la qualité du travail accompli. Il a toutefois souligné la nécessité de synergie entre les différentes plateformes. Signature d'un protocole d'accord pour la réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro dans le cercle de Kita. Elle s'effectue entre l'État du Mali et la société Covec. C'est à la suite, je vous le rappelle, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité, endommageant cette infrastructure le 30 août 2024. Les travaux qui vont coûter près de 2 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois vont à terme permettre la reprise du trafic ferroviaire Bamako-Kai-Bamako. Que de bonnes nouvelles pour les populations riveraines. D'autres détails, c'est avec Bemba Sibi. Bientôt, le trafic ferroviaire va reprendre sur l'axe Bamako-Kai. Le pont ferroviaire de Kassaro, dans le cercle de Kita, qui a été endommagé après les pluies diluviennes de l'année dernière, va être réhabilité. L'État du Mali, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures et la société chinoise Covec, viennent d'acter une convention de financement dans ce sens. Nous avons échangé et avons obtenu en tout cas des accords avec le groupe Covec pour la réalisation d'urgence de ces travaux dans le cadre d'un partenariat et toutes choses qui vont permettre très rapidement donc d'assurer la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kai. Cette signature est la poignée de main entre le ministre en charge des Transports et le premier responsable de la société Covec sont les signaux d'espoir pour les millions de Maliens pour lesquels la reprise du trafic ferroviaire est vitale. Le montant estimatif des travaux s'élève à peu près à 1,6 milliard de francs CFA. Parce que nous disposons d'une étude à la date d'aujourd'hui. Le matériel roulant n'a pas de problème, peut assurer le trafic entre Bamako et Kai. Et une fois que le pont va être construit, les rails vont être reposés. Les études sont déjà terminées et les travaux de réhabilitation vont commencer pour une durée de 4 mois. Pour le premier responsable de la société Covec en charge de l'exécution des travaux, le choix porté sur sa société est une marque de confiance de l'État qu'il va tâcher d'honorer. Et c'est autre sujet qui va sûrement continuer à nous donner du sourire. Notre pays, avec l'accompagnement de ses partenaires, prévient les éventuelles inondations. Tenez aujourd'hui avec la Banque mondiale à travers le projet urbain de Bamako. Plus bas, le financement de plusieurs projets à hauteur de 43 milliards de francs CFA est effectif. 2 volets de ce vaste programme viennent d'être lancés. Il s'agit du projet de réalisation d'une voie de contournement à Sébenikoro et du projet de surcreusement des caniveaux de la ville de Bla. Retrouvons Bemba Sibi. Hivernage 2024, le pont Wewayanko de Sébenikoro est inondé comme jamais. Dans l'impossibilité de regagner leur domicile, certains habitants de Sébenikoro ont dormi dehors. C'est pour éviter de telles situations que dans le cadre du plan d'urgence pour une réponse efficace face aux inondations, qu'un projet de création d'une voie de contournement vient d'être lancé. À partir de Lafiabou Koda, vers la colline de Dorodougou, aller jusqu'à Kanadjila, jusqu'à Wenzembou, Mamaribou, pour pouvoir rejoindre la route de Sibi.
parce que cette route est plus qu'une nécessité. De notre côté, nous avons mobilisé des ressources additionnelles à travers une fenêtre spéciale de réponse aux crises climatiques et d'autres natures. Ça nous montre que les changements climatiques sont là et que nous devons nous organiser vraiment de façon à être plus agiles pour répondre à ce type de défis. À cette voie de contournement s'ajoute le projet de surcreusement des caniveaux du cercle de Bla. Ces projets sont deux volets d'un vaste programme de prévention des risques d'inondation initié par les autorités. Les deux projets qui ont été validés ce matin concernent donc une route de contournement de la route de Sévénicourou qui coûte un peu moins de 4 milliards. Et également les caniveaux qui encerclent la ville de Bla et qui doivent permettre donc d'éviter justement que les inondations arrivent dans cette ville. Donc il s'agit nécessairement de surcreuser ces caniveaux et de faire un dégagement pouvant permettre de conduire l'eau un peu plus loin en dehors de la ville. Ces travaux également puissent être financés par la banque environ à hauteur de 400 millions de francs CFA. Ce programme d'urgence pour une réponse rapide aux risques d'inondation bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a mis à la disposition de l'État malien 43 milliards de francs CFA. Déjà, 18 milliards ont été engagés et le reste est en cours de décaissement. Le programme porte sur des projets sanitaires, d'infrastructures ou encore d'appui humanitaire. On en vient à présent à ce sujet concernant la situation au Mali-Algérie. Les femmes du Mali sonnent la mobilisation et s'engagent à soutenir les autorités de la transition et les FAMA jusqu'à la pacification du territoire national. Elles ont organisé un grand meeting ce matin au centre Awa Keïta, en commune 3 du district de Bamako. Une démonstration de force qui témoigne de la solidarité et de l'unité des filles et femmes du Mali. Le reportage de Awaditma Kamara. Au centre Awa Keïta ce mardi matin, Sirandou, ancienne à la retraite, une sexagénaire, n'a pas souhaité être à l'écart de l'événement du jour. Malgré le poids de l'âge, elle a décidé de répondre à l'appel des femmes du Mali pour soutenir les autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Si on dit les autorités, c'est les femmes d'abord. Si on dit les militaires, c'est les femmes. Si on dit un pays, c'est les femmes. Nous sommes au début et à la fin. Tout ce qui se passe, ce sont les femmes qui sont vraiment les premières touchées. Et les femmes doivent jouer aussi leur rôle. Les femmes sont médiatrices d'une manière générale. Nous avons beaucoup aidé l'Algérie quand il faisait chaud. Sirantou n'était pas la seule. Zeynep était là également. Dans un fauteuil roulant, elle voulait ajouter une dimension supplémentaire à la diversité et à la détermination des femmes et filles réunies. Personnellement, je suis là pour soutenir la transition parce que c'est une transition. Normalement, nous sommes en train de sortir des problèmes petit à petit, mais l'Algérie veut nous créer d'autres problèmes, nous ne sommes pas d'accord. Ce rassemblement des femmes et filles de l'ensemble des régions du Mali met en relief l'unité et la solidarité qui les caractérisent en cette période que traverse notre pays. Cette mobilisation collective témoigne de leur volonté indéfectible de défendre le Mali et de faire front commun contre l'ennemi. Nous, femmes du Mali, patriotes, restent debout aux côtés de leurs autorités et tiennent à apporter notre soutien indéfectible à nos vaillants soldats dans leur courage et engagement à protéger notre pays et nos populations contre toute agression extérieure. Mali muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni sigi in na yɔrɔ min na ni yɔrɔ in fana ye yɔrɔ historique dɔ de ye fasoko de don anw bɛ duwawu de kɛ Mali bɛ fɛn o fɛn na bi Mali bɛ duwawu de bolo. On a été agressé, mais jusqu'à présent, on demande à l'Algérie de mettre de l'eau dans leurs vins. Il est temps qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils voient le voisinage entre nous. Le Mali a tout donné pour l'Algérie. Il faut que vraiment l'Algérie nous rende la monnaie. Nous sommes très honorés de voir une très forte mobilisation pour le Mali. Les organisatrices m'ont remis la déclaration des femmes et des filles du Mali. Je la remettrai au ministre qui à son tour remettra aux plus hautes autorités. En somme, à travers cette rencontre, les femmes et filles ont montré qu'elles étaient prêtes à se mobiliser et à agir en tout lieu et en toutes circonstances pour protéger ce qui leur est cher, le Mali.
Suite à la destruction du drone des forces armées maliennes par l'Algérie, les familles fondatrices de Bamako condamnent avec la dernière rigueur cet acte odieux. Elles réaffirment leur soutien aux autorités de la transition, appellent au dialogue et saluent la résilience et le soutien du peuple malien face aux enjeux du moment. Par la voix du patriarche des Niaré par intérim, Mamadou Niaré, elles appellent le peuple à se donner la main et à regarder dans la même direction pour un Mali prospère. On l'écoute au micro de Tamsir Diabaté et Djelimaran Diabaté. Les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé ont appris avec stupéfaction, indignation, la destruction d'un drone malien par l'Algérie. Elles condamnent vivement cet acte délibéré, car il est susceptible d'entacher les relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Mali et l'Algérie, unis à jamais par la géographie et l'histoire. Les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé, respectueuses des valeurs africaines de solidarité, de respect mutuel, exhortent les autorités traditionnelles et coutumières de l'Algérie, du Mali, mais également de la communauté des États du Sahel, à s'investir pour consolider les relations entre nos différents États. Elle leur demande de mettre en action tous les mécanismes traditionnels du règlement des conflits dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité de chaque pays. Les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé saluent la résilience et l'esprit patriotique du soutien sans cesse manifesté par les autorités du Burkina Faso et de la République du Niger, aux côtés des autorités de la République du Mali. Les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé réaffirment leur soutien sans faille aux autorités du Mali. Elles encouragent les forces armées maliennes dans leur mission régalienne de défense de l'État. Qu'Allah, les maîtres des mondes, inspire et éclaire les autorités algériennes et maliennes et qu'ils guident sur la voie de la sagesse de l'entente tracée par les illustres prédécesseurs. La réélecture de la charte des partis politiques qui s'ouvre ce mercredi à la faveur de consultations nationales pour mieux structurer la vie de nos partis politiques concerne également nos compatriotes vivant à l'extérieur. À cet effet, je vous propose le message de mobilisation du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et celui du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer. Ils sont au micro de Aridjou Matina. Demain, 16 avril 2025, vous êtes appelés dans nos ambassades et consulats à participer aux concertations sur la relecture de la loi 05047 relative à la charte des partis politiques. La participation des Maliens établis à l'extérieur constituera une étape importante dans la réussite de ces rendez-vous qui s'inscrit dans la continuité de la refondation de notre État. C'est pourquoi je vous invite, comme vous avez toujours eu l'habitude de le faire, à apporter une contribution à la hauteur des attentes, à être une force de proposition pour enrichir les débats et les discussions et à apporter votre précieuse contribution dans les travaux. D'ores et déjà, les 49 juridictions de nos ambassades et consulats seront à votre disposition. Et toutes les mesures nécessaires sont prises pour que chaque ambassade, chaque consulat vous accueille et vous accompagne tout au long de ces travaux. Nous ne doutons point de votre patriotisme, maintes fois renouvelé chaque fois que vous avez été appelés ou invités à apporter vos contributions. Nous comptons sur vous parce que c'est ensemble que nous bâtirons le Mali de demain, un Mali refondé, un Mali
à la hauteur de nos attentes et à la hauteur des futures générations. Remercier le gouvernement de la transition pour encore nous avoir associés, comme l'a promis le président de la République. Ça a été toujours clarifié parce que la lettre de cadrage point 7, nous y sommes, vous avez vu. Nous avons participé à toutes les activités concernant la vie de notre pays depuis l'avènement de la transition. Et remercier notre ministre qui est toujours à nos côtés, qui à chaque fois qu'il est nécessaire nous met au courant en tout cas de ce que le gouvernement attend de nous. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'événement de demain, de 16 et de 17. Une concertation concernant la relecture en tout cas de la loi sur les partis politiques. C'est numéro 05047. Alors donc nous souhaitons que demain et le 17, que tout le monde soit en tout cas dans les ambassades et consulats pour essayer de donner leur avis et par rapport en tout cas à cette situation de notre pays. C'est extrêmement important. Donc je compte sur vous, je sais que vous l'avez toujours fait, que tout le monde, en tout cas les délégués désignés par les ambassades et consulats, que personne ne manque au rendez-vous de demain. C'est le pays qui compte et c'est le moment de montrer son patriotisme. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour demain. Remise de vivres en 8e région à Takalote. Le gouverneur, le général de division Elhaj Gamou, au nom des autorités de la transition, a offert aux déplacés et aux personnes vulnérables une importante quantité de vivres. La correspondance de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka et Moussa Togo. En marge de la rencontre historique de Takalote, le gouverneur de la région de Kidal, général de division Elhaj Gamou, au nom des autorités de la transition, a remis plusieurs tonnes de vivres destinés aux populations vulnérables et aux déplacés. Les vivres qui ont été aussi donnés par le général d'armée, président de la transition, Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, pour aider la population des cercles de Takalote. De remercier les commandants de zone, les forces armées pour le transport, parce que ça a été transporté par les FAMA. La rencontre de Takalote a été aussi l'occasion pour les chefs traditionnels, les jeunes mais aussi les femmes leaders de s'allier la dynamique enclenchée par les chefs de l'exécutif régional pour faire de Kidal un havre de paix. Vous n'avez épargné aucun effort, aucun moyen, aucune disposition, aucune astuce pour que aujourd'hui nous soyons une région malienne dans toute sa diversité, dans toutes ses couleurs. À Takalote, les forces de défense et de sécurité s'allient la parfaite collaboration avec les forces vives, gage d'une stabilité totale de la 8e région. Une armée de façon générale soutenue par sa population ne peut qu'engranger une victoire, elle ne peut pas échouer. Donc au niveau national, le niveau de soutien apporté à l'armée, c'est ce que nous constatons au niveau local, particulièrement dans le secteur de Takalote, d'où nous sommes confiants que, quelles que soient les difficultés, la finalité c'est que nous allons réussir notre mission de stabiliser le territoire, de sécuriser la population et de protéger la population et leurs biens. L'exécution de l'hymne national par les élèves de Takalote et les prestations artistiques ont été le temps fort de cette rencontre initiée par les autorités régionales. Aujourd'hui, au Mali, Solidarité toujours, œuvre sociale du président de la transition, les 412e et 413e forages sont allés respectivement au lycée Notre-Dame du Niger et aux habitants de Niamakuru. C'est le conseiller spécial Agibou Dambélé qui a fait couler les premiers jets d'eau potable ce mardi et c'était en présence de notre équipe de reportage conduite par Daouda Koni. 3 bornes fontaines, un château d'eau doté d'un système solaire offert pour le lycée Notre-Dame du Niger par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Et c'est le 412e forage. Si vous remarquez, la majorité de nos forages, c'est dans les écoles et dans les centres de santé. Dans les écoles, parce que pour le président de la transition,
on parle du Mali Koura, c'est le Mali d'Inkoura qui fera le Mali Koura. Il faudrait que le Mali d'Inkoura ait son savoir et son savoir-faire dans la sécurité. Au nom de toute la communauté éducative du lycée Notre-Dame du Niger, nous exprimons notre profonde reconnaissance à son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous nous engageons à entretenir ces châteaux d'eau pour qu'ils profitent durablement aux générations futures. Les œuvres sociales, ce n'est pas que les écoles et les centres de santé. La population aussi en bénéficie, à l'image de la population de Niamakoro qui vient de bénéficier du 413e forage des œuvres sociales. La réalisation de ces châteaux d'eau va enlever une épine au pied des riverains de la zone. En effet, le problème d'eau se pose avec acuité à Niamakoro. Je voudrais saisir cette occasion pour demander au président de la transition de songer à faire un château d'eau au centre secondaire d'état civil de Niamakoro qui manque cruellement d'eau. Dire aux bénéficiaires de ce forage-là d'en prendre soin, parce que comme on le dit, le manque d'eau est crucial sur toute l'étendue. Partout où la cérémonie a eu lieu, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes civiles et militaires tombées pour la cause du Mali. Plus de 262 millions de francs CFA, un financement Union européenne, seront investis pendant 3 ans dans l'exécution du projet de renforcement de la société civile. Objectif, renforcer le dialogue entre les organisations de la société civile, l'État et les partenaires. Le lancement du projet est couplé à une session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs, nous précise Ba Traoré. Le projet de renforcement de la société civile est un nouvel outil de dialogue et de collaboration entre les organisations de la société civile, l'État et les partenaires financiers dont l'Union européenne. Sa mise en œuvre est assurée par un consortium composé de 5 organisations de la société civile dont la coordination des associations et ONG féminines CAFO. Ce projet est le résultat de la mise en œuvre de l'engagement de l'Union européenne avec la société civile à travers la feuille de route ayant pour objectif de promouvoir un environnement propice pour la société civile, la préservation de la paix et la cohésion sociale. Le projet de renforcement de la société civile est financé pour 3 ans par l'Union européenne à hauteur de 262 382 000 francs CFA. De faire en sorte que ce projet soit une réussite. Et je crois que c'est vraiment le moment de profiter de vos expériences, de vos connaissances, pour faire des propositions, des suggestions. La journée va permettre de partager le contenu du projet, les objectifs, les stratégies et les activités majeures avec les autorités et acteurs de la société civile. La session est couplée à une rencontre d'appropriation du contenu du programme national d'éducation aux valeurs et leur intégration systématique dans les comportements des citoyens et acteurs du monde scolaire. Aussi, les échanges vont porter sur la clarification des notions et concepts de base liés au cadre référentiel des valeurs ciblées, les notions de valeurs, de tradition, de citoyenneté, de civisme, d'éthique, d'hommes maliens nouveaux. Le Conseil national de la société civile, le Forum des organisations de la société civile, la CAFO, le Conseil national de la jeunesse et la plateforme des femmes leaders du Mali sont les 5 organisations de mise en œuvre du projet de renforcement de la société civile. Assemblée générale ordinaire de la Chambre des administrateurs de biens, des immobiliers et agents immobiliers du Mali. Les travaux empreints de cordialité et de fraternité, d'après Harry Djoumatina, ont permis aux participants de cerner les défis d'un secteur vital qui doit être davantage structuré et professionnalisé pour répondre aux attentes compte rendues. Ils sont avant tout des experts dans la gestion des biens. Leur principale mission consiste à assurer la maintenance et la rentabilité des biens immobiliers pour le compte des propriétaires. Il s'agit des administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers du Mali qui se sont retrouvés à la faveur de leur assemblée générale ordinaire. Occasion pour le président de la Chambre des administrateurs, en fin de mandat et qui ne souhaite plus se présenter, de mettre l'accent sur les activités réalisées et les défis rencontrés. Au cours des années écoulées, notre Chambre a poursuivi son engagement pour la défense des intérêts professionnels de nos membres et pour la valorisation de notre secteur. Nous avons mené quelques actions notables dont le renforcement de la communication
Nous avons renforcé notre collaboration avec le département chargé de l'habitat et ses démembrements et les acteurs clés du secteur afin de défendre les intérêts de notre profession et de participer activement aux défis communs. Votre rôle est fondamental dans la régulation des transactions immobilières, la sécurisation foncière, la valorisation du patrimoine bâti et le renforcement de la confiance entre les acteurs. La Direction nationale du domaine de l'habitat reste disponible à accompagner votre initiative allant dans le sens du développement structuré et résilie le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier représente à la fois un challenge et une opportunité dans un contexte de croissance urbaine rapide. Il convient ainsi aux acteurs du domaine d'unir leurs forces pour garantir un développement urbain inclusif, durable, conforme aux principes de l'État en matière d'aménagement du territoire, d'accès au logement. Le rôle que vous jouez, administrateur de biens et agents immobiliers, dans ce secteur est à la fois essentiel et stratégique. La formation des membres est un pilier fondamental pour garantir la conséquence, la transparence et la réactivité des professionnels du secteur immobilier. La Chambre doit s'assurer que les formations soient accessibles, actualisées et adaptées aux défis du marché de l'immobilier. Cette Assemblée générale ordinaire, en attendant la mise en place d'un nouveau bureau, avait à son ordre du jour plusieurs sujets devant permettre à la Chambre de poursuivre son plein épanouissement, d'innover et de répondre aux défis du secteur immobilier. À Ouagadougou, rencontre des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. Elle s'inscrit dans la continuité des engagements communs aux trois États d'apporter une réponse commune face au terrorisme. Zidi Laréien et bienvenue Taoussa pour le reportage. Ouagadougou, dans la continuité des engagements communs aux trois États de la Confédération AES de faire militairement bloc contre le terrorisme. Les chefs d'état-major généraux des armées réunis pour affiner la feuille de route commune vers la maîtrise totale du phénomène. La rencontre de Ouagadougou intervient après celle de Niamey en mars 2024 et Bamako en novembre dernier. L'ordre du jour prévoit la validation des plans et protocoles additionnels du pilier défense et sécurité de l'AES ainsi que des modalités de la mise en place de la force unifiée. Il s'agit chaque fois de se rencontrer pour faire les retours d'expérience. Les retours d'expérience et travailler pour mettre à jour les données dans le cadre de la constitution vraiment de la force unifiée de l'AES. Effectivement, c'est un long chemin sur lequel nous sommes en train de travailler. Les orientations politiques sont très claires. Donc nous sommes des militaires, donc c'est à notre niveau qu'il faut travailler d'arrache-pied pour que cette force-là soit déjà une réalité. Elle est déjà une réalité sur le terrain parce que nous opérons ensemble, que ce soit en aérien ou bien en terrestre ou bien dans d'autres domaines. Les partages de renseignements nous ont permis de mener à succès beaucoup d'actions militaires sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de faire le retour d'espérance des deux opérations terrestres que nous avons eu à mener aussi. Et au-delà, voir un peu la question de la mutualisation des moyens aériens. L'activité fait suite à la rencontre des experts militaires de la Confédération AES tenue du 8 au 11 avril dernier dans la capitale burkinabé. Et ici à Bamako, les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES en conclave. Ils vont mutualiser les composantes aériennes des pays membres de l'AES afin de développer les capacités conjointes de surveillance dans le Sahel et aussi préparer des opérations coordonnées contre les groupes armés terroristes. On fait le point avec Aridou Matina. Face à un ennemi mobile et insaisissable, l'arme aérienne s'avère comme le moyen le plus précieux et efficace pour garantir la rapidité et la puissance du feu. C'est cette conviction qui anime les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES qui sont à Bamako pour quelques jours pour planifier la coopération aérienne au sein de l'espace AES en vue d'une défense aérienne intégrée au Sahel. Les composantes aériennes ont été amenées à se concerter davantage, à s'intégrer davantage, à mettre en commun et mutualiser leurs moyens, leurs efforts, leurs capacités pour au final arriver à accomplir
les missions qui nous sont données par les autorités de la Confédération. Première du genre, cette réunion hautement symbolique et stratégique marque une volonté affirmée des 3 pays membres de l'AES de renforcer et de consolider leur coopération militaire, notamment dans le domaine aérien. Ça nous a paru important de se retrouver pour discuter de vive voix des challenges communs que nous avons, pour discuter de la collaboration que nous pouvons avoir entre nos différentes armées, pour voir comment nous pouvons mutualiser nos moyens, comment nous pouvons mutualiser les efforts pour être à mesure de répondre mieux aux attentes des hommes sur le terrain, des populations et de la lutte de façon générale contre le terrorisme. Cette rencontre va jeter les bases de la mise en œuvre de la composante aérienne de cette force unifiée. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi pour capitaliser tous les résultats qui ont été engrangés au niveau de la coopération, qui nous a permis d'infliger de lourdes pertes à nos ennemis. La cérémonie d'ouverture de la réunion, qui s'étend sur quelques jours, a arrêté plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne, mais aussi les chefs d'état-major de l'armée de l'air du Burkina Faso et du Niger, tous deux accompagnés d'une forte délégation. Les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES, lors de leur séjour à Bamako pour cette importante réunion, ont été reçus par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Une rencontre empreinte de courtoisie et de fraternité qui illustre l'engagement ferme du commandement à accompagner la dynamique militaire en cours au sein de l'espace confédéral. Et direction Niamey, où l'école militaire supérieure a accueilli du 9 au 14 avril une importante délégation de l'école d'état-major de Koulikoro au Mali, composée de 38 officiers et stagiaires venus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un séjour à la fois pédagogique, diplomatique et hautement stratégique. Le résumé de cette rencontre avec notre confrère du Niger, Issa Ousmane Mahama. Ils viennent de Bamako, cœur battant du Mali. Ces 38 officiers stagiaires de la 37e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro ont posé leurs valises à Niamey du 9 au 14 avril dernier pour une immersion de 6 jours. Première étape de ce séjour, l'ambassade du Mali à Niamey, où la délégation a échangé avec le diplomate malien Younoussa Barazi Maïga. Ensuite, direction l'état-major général des armées. La délégation s'est également rendue au haut commandement de la gendarmerie nationale, puis à l'école de formation des forces spéciales. Sur place, démonstration impressionnante et admiration collective. Autre moment fort, la visite du Centre national des études stratégiques et de sécurité, suivie d'une immersion à la base aérienne 101 de Niamey. Une visite à l'école militaire supérieure où les stagiaires ont découvert les missions et les capacités du Centre intégré de coordination des opérations, le CICO. À Kouré, les stagiaires ont découvert un joyau naturel unique, la dernière population des girafes d'Afrique de l'Ouest, une escapade impressionnante au cœur de la nature nigérienne. Et pour clôturer ces séjours sur une note de convivialité, une soirée de gala a été offerte aux participants, l'occasion de célébrer l'unité, les échanges et les souvenirs partagés. L'AES, la protection promotion. « 4770 balles de coton touchées par le feu provoqué par la foudre ce lundi 14 avril 2025 à la CMDT de Koutiala. Et comme un seul homme, responsable CMDT, administration et population ont conjugué leurs efforts pour éteindre le feu, toutes choses qui ont permis de limiter les dégâts. On en sait plus avec Brahima Kone et Amadou Dolo.
Ce lundi 14 mars 2025, la sirène de la CMDT a inhabituellement sonné à 21h25. Ce fut une alerte contre un incendie causé par la foudre qui a atteint 5 piles, soit 4770 balles de coton. Fort heureusement, grâce aux efforts et aux moyens déployés par la CMDT, les sapeurs-pompiers, les agents de sécurité incendie, les personnes de bonne volonté, le feu a été circonscrit pour limiter les dégâts. C'est la foudre qui a émis des flammes qui sont tombées sur nos balles. Mais c'est heureusement que des dispositions sont toujours disponibles au niveau de la CMDT, notamment les agents de sécurité incendie, les sapeurs-pompiers qu'on appelle soldats du feu, nous ont accompagnés de bout en bout. Et les bouches d'eau qui nous servent vraiment des points d'appui continuent à fonctionner. Et les sapeurs-pompiers sont là. Mais il y a aussi des donateurs de bonne volonté qui nous ont accompagnés avec des engins qui nous permettent à chaque coup de dégager les alentours et on arrive à éteindre dans un cercle restreint ce coton dégagé. Et vous voyez un peu partout, les agents sont en train de tourner les magnétos, les plateaux pour transporter les balles. Le gouverneur est allé constater les dégâts et saluer les efforts de la CMDT qui n'a pas lésiné sur les moyens et ceux de tous ceux qui ont contribué à empêcher le feu de se propager. C'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment également, quelque part, qui me réconforte. Pas que par le geste qui a été fait, par l'engagement de la population de Koutiala face à cette tristesse. Hier soir, quand je venais sur le terrain, sur zone, on dirait que c'est toute la population de Koutiala qui était là pour aider la CMDT à éteindre ce feu. Les sapeurs-pompiers, quand même, sont à saluer. Tout Koutiala est à saluer à travers ce que j'ai vu hier soir. Et au-delà, les opérateurs économiques. Le moins que l'on puisse retenir, c'est que le feu est maîtrisé grâce aux efforts conjugués. E-Learning, c'est la nouvelle plateforme qui vient d'être lancée à travers l'Institut Corée des Arts et Métiers. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une vision portée par l'Institut, celle de former l'élite des entrepreneurs culturels au Mali et en Afrique, tout en garantissant un accès à la formation pour tous. Le reportage de Mariam Koulibaly avec la voix de Koumba Sissi. Cette plateforme digitale qu'on appelle la plateforme e-learning, ça permet aux apprenants, aux acteurs culturels de venir se former en ligne selon leurs besoins et à leur rythme. Il y a des experts du continent africain qui ont des cours sur des différents sujets qui sont en lien avec l'entrepreneuriat culturel sur cette plateforme. La dite plateforme numérique permet aux apprenants de renforcer leurs capacités en management culture à travers, entre autres, des modules certifiants de haut niveau, des masterclass gratuites animées par des experts, du coaching personnalisé en ligne, des sessions interactives, des questions et réponses et des contenus ancrés dans les réalités africaines. Une formation certifiée accessible à tous. Nous, on est à Ségou. Les gens viennent de partout du monde, mais on voit aussi que souvent c'est difficile pour les internationaux de se déplacer. Et pour cette raison aussi, ça va leur faciliter la tâche. C'est aussi un outil de réseautage. Ça facilite le réseautage entre les communautés du secteur culturel en Afrique. L'ICAM, institution d'enseignement supérieur, de sa mise en place en septembre 2013 à ce jour, a formé plus de 1500 professionnels culturels à travers le continent africain. Je vous amène dans la commune rurale de Kéla qui a vibré ce week-end au rythme de la 5e édition du Festival international des musiques Manding. Le thème de cette année, c'était la culture, facteur de cohésion sociale. Aliou Abdoulaye Touré était à Kéla pour le RTM. Le Festival international des musiques Manding est un rendez-vous culturel devenu depuis quelques années une tradition bien établie à Kéla, terre légendaire de la tradition orale. Cette année, ce festival met en avant la thématique culture, facteur de cohésion sociale. Quand on parle de cohésion sociale, on parle vraiment d'une société unie à travers la culture. Moi, je pense que la culture aujourd'hui, que l'autorité détermine cette année comme l'année de la culture est une très bonne chose
Pour les organisateurs de ce festival, le terroir manding revêt une importance particulière, tant par la place qu'occupe cette localité dans la conservation et la transmission de l'histoire du Mandé que par le rôle joué par ses illustres fils, comme Siramouri Diabaté, Kassimori Diabaté dans la conservation du patrimoine culturel et de la promotion de la musique malienne. Ce festival qui devient de plus en plus régulier est comme un pèlerinage pour tous les fils du Mandé en général et de Kéla en particulier. Je veux dire un pèlerinage aux sources et aux valeurs que nos dévanciers ont incarnées pour rehausser l'art et la culture. Pour le premier adjoint au préfet du cercle de Kangaba, la culture est facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Le fait de placer la culture au centre de nos préoccupations est plein de symboles. Les messages d'information, de sensibilisation et de formation qui seront véhiculés par les artistes serviront de repère dans l'édification du Malipoura. Le maire de la commune de Kéla a témoigné de sa satisfaction d'accueillir ce beau monde de participants. Et on en vient à la chronique judiciaire et on va faire le lien en cette année de la culture entre ces deux entités. La loi par exemple du 28 juillet 2022 fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national et le code pénal du 13 décembre 2024 ont tous les deux consacré des articles aux atteintes du patrimoine culturel. L'État du Mali a pris ses dispositions pour faire face au phénomène de pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. Voyons tout cela avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Face au trafic illicite des biens culturels, au pillage des sites archéologiques, à la disparition des pas de danse et chants ancestraux, à la destruction des architectures, notre système judiciaire riposte. Qu'il soit matériel ou immatériel, le patrimoine culturel constitue pour les textes nationaux l'héritage précieux légué par les générations passées. Il y a une convention internationale à laquelle le Mali est parti, c'est la convention de la Haye qui détermine les conditions de protection du patrimoine, y compris en cas de conflit armé. Au niveau national, la loi numéro 2022-034 du 28 juillet 2022 fixe le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national. Ces deux textes ont été exploités pour être intégrés au code pénal du 13 décembre 2024. En son titre 2 du livre 5 consacre 20 articles aux atteintes au patrimoine culturel, dont 13 aux infractions et à la répression. Et cette répression peut aller d'une amende de 5 millions avec possibilité de confiscation du corps du délit à une peine d'emprisonnement de 20 ans de réclusion. 20 ans de prison et d'une amende de 5 millions de francs CFA si les biens objets de l'attaque sont sous protection internationale. C'est pour dire combien le patrimoine culturel est important au regard du système judiciaire. Nous avons tous le devoir de connaître le patrimoine culturel, de protéger le patrimoine culturel et de dénoncer ceux qui portent atteinte au patrimoine culturel. C'est un devoir citoyen. Il est d'autant devenu un devoir citoyen qu'il l'était déjà en temps normal et il l'est devenu davantage avec la promulgation par le chef de l'État, la première autorité du pays, de l'année 2025 comme année de la culture. Inscrit à l'inventaire ou classé, le patrimoine culturel traduit la preuve de notre passé. C'est la raison pour laquelle le Code pénal a pris soin d'intégrer les mesures consécutives pour assurer sa protection contre les délinquants. Il nous est revenu à l'occasion d'une émission de l'ORTM justement que par exemple le site de Gao Sané est à l'état d'abandon et il fait l'objet de fouilles par des trafiquants de tout genre. Parce que ces trafiquants, justement, savent qu'il y a des objets archéologiques, culturels, d'une grande importance et sur lesquels ils peuvent mettre la main à travers leurs fouilles clandestines et qu'ils peuvent vendre sur le marché noir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
La connaissance, qu'elle soit scientifique, philosophique ou empirique, repose nécessairement sur un cadre linguistique. Ça n'est donc pas un hasard lorsque le chef de l'État a estimé devoir décréter l'année 2025 comme année de la culture. À titre de rappel, la révolution culturelle de Mao Zedong, qui est quand même connue de tous ceux qui observent la scène internationale ou qui ont interrogé un temps soit peu l'histoire de l'humanité, tout le monde sait que c'est de cette révolution culturelle de 1966, menée par Mao Zedong en Chine, que le relèvement de la Chine est parti. Aujourd'hui, la Chine est même considérée par beaucoup d'observateurs comme la première puissance mondiale. On ne peut pas apprendre la science, la technique avec la culture d'autrui. C'est ça la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, les langues nationales ont été érigées en langue de travail. Témoignage vivant de notre histoire, de nos traditions et de notre identité, le patrimoine culturel représente bien plus qu'un simple souvenir du passé. C'est une mine d'or pour les générations présentes et futures. En les protégeant, nous transmettons non seulement un savoir, mais aussi les clés pour mieux comprendre le monde et par la suite bâtir un avenir ancré dans la diversité et le respect de nos valeurs culturelles. Du sport à présent, cyclisme. Après Tchemoro Diallo, lors de la deuxième étape, c'est Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe nationale, qui a remporté la troisième étape du Tour cycliste international du Mali, disputé ce mardi entre Koumantou et Bougouni. Yaya Diallo a été suivi par le Belge et Tchemoro Djamoutene de l'équipe régionale de Kénédougou. Le général de division Ousmane Ouélé, gouverneur de la région, était sur place à l'arrivée des cyclistes. Envoyés spéciaux, Famourou Djourté, Aboubakar Traoré. Yaya Diallo du Mali est le vainqueur de la troisième étape du 11e Tour cycliste international du Mali. Le capitaine de l'équipe nationale a franchi la ligne d'arrivée en 2h02 minutes et 43 secondes. Il est suivi par le Belge Bjorn Dedeker et Tchemoko Djamoutene de l'équipe régionale du Kénédougou. La troisième étape, disputée entre Koumantou et Bougouni, une distance de 75 km en plus de 16 km en circuit fermé à Bougouni, a permis aux coureurs d'avancer de 91 km sur les 707 km 300 de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali. On a mis une stratégie en place comme lors de la deuxième étape, mais ça n'a pas réellement fonctionné. Ils ont pu déjouer notre plan qui était d'avoir une échappée. Comme j'ai vu que le plan d'équipe ne marchait pas, j'ai décidé de prendre seul les choses en main lors du circuit fermé. Le Belge Bjorn Dedeker continue d'imposer sa loi sur cette compétition en conservant le maillot jaune, symbole de leader général. Il a également ajouté à sa collection le maillot rouge du classement général des points. Le deuxième place est le meilleur aujourd'hui pour moi parce que Diallo c'est le plus fort au sprint. J'ai vu à 300 mètres il attaque et le deuxième c'est le... Je suis très content avec ça et voilà, on reste le maillot et prend des bonifications. C'est un jour parfait. Des distinctions ont été attribuées lors de cette étape. Les maillots du vainqueur de l'étape et meilleur coureur malien sont revenus à Yaya Diallo. Au niveau des jeunes talents, le maillot du meilleur jeune a été décerné au Burkinabé Soumaïla Ilboudo. Nous sommes très contents à Bougouni parce que nous sommes une terre de cyclisme. Nous sommes une terre de cyclisme. Le vélo en milieu rural, c'est le principal moyen de transport. Bravo à la Fédération malienne de cyclisme et surtout pour l'innovation cette année que je viens de constater avec l'introduction des prix spéciaux AES. Ce qui prouve une fois de plus l'intégration sous-régionale à travers la Confédération des États du Sahel. Après 3 étapes palpitantes du 11e Tour cycliste international du Mali, les coureurs s'accordent un jour de repos ce mercredi, permettant à chacun de récupérer avant de reprendre la compétition jeudi. Avec des distances plus longues à venir, chaque coureur sait que chaque seconde et chaque effort compte dans la quête du maillot jaune. La 4e étape s'annonce d'ores et déjà comme un défi de taille, avec un parcours de 119 km entre Bamako et Fana, le plus long trajet de ce 11e Tour cycliste international du Mali. Notons que le départ de la 3e étape a été donnée devant la mairie de Koumantou, coïncidant avec la traditionnelle montée de couleurs de l'instance chaque mardi.
Et bien sûr, vous allez vivre ce 11e tour avec nous sur le RTM, avec nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré. Sport toujours football, les Aiglonnais maliens joueront la finale de la CAN des moins de 17 ans. En demi-finale, les cadets maliens ont battu le Burkina Faso 2-0. Les buts maliens ont été marqués par Soumeïla Fane et Mahamadou Traoré. Le Mali affrontera samedi à 19h. En finale, le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et suite à cette victoire, nous avons reçu des communiqués. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale du Mali qui s'est brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 qui se joue présentement au Maroc grâce à sa victoire 2-0 face à son homologue du Burkina Faso. Cette performance prouve encore une fois de plus l'engagement, la détermination et le don de soi des jeunes Maliens à honorer le drapeau malien à travers l'Afrique et le monde. En plus d'être qualifié à cette finale pour la 4e fois de l'histoire, la sélection nationale cadette participera à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Le ministre de la Jeunesse félicite les joueurs, l'encadrement technique et la Fédération malienne de football pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Le ministre rassure l'opinion publique nationale que toutes les dispositions idoines seront prises pour préparer cette finale prévue le samedi 19 avril 2025 dans les meilleures conditions ainsi que pour la participation de la sélection nationale à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, le ministre renouvelle ses remerciements à tous les acteurs du mouvement sportif, à la presse nationale, aux populations et sait compter sur leur soutien pour la victoire finale. Le président du Conseil national de transition ainsi que les membres du bureau de la conférence des présidents et leurs collègues ont suivi la brillante qualification des U17 pour la finale de leur catégorie. Cette victoire est avant tout et surtout une victoire de l'AES. Le président du CNT félicite les U17, leur encadrement et le département des sports pour cette brillante qualification. En avant donc pour la victoire finale. Grille 2025 de l'ERTM, entre créativité et diversité, tout pour vous plaire. À noter désormais ce rendez-vous mensuel de grands reportages, 52 minutes pour savoir, de grands formats avec un invité sur le plateau pour mieux vous éclairer sur des sujets de société, d'éducation, de santé, pour résumer notre quotidien dans l'objectif des chasseurs d'images. Nous vous proposons un extrait du premier numéro qui porte sur la circulation routière et les infrastructures routières à Bamako. 52 minutes pour savoir, une émission réalisée par Imonfri Sanou et présentée par Stira Bachili. Suivons. Bienvenue à votre nouvelle émission 52 minutes pour savoir, un rendez-vous mensuel qui vous propose des grands reportages avec un invité sur le plateau sur des sujets de société, des sujets de culture, bref, toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Et pour ce premier numéro, nous avons fait un gros plan sur la circulation routière et les infrastructures routières. Gila mi yani ani wonte moto tigiw e katarantugu na soro wuli tara permunta situation no gambe bulu. Si tout un chauffeur de Sotrama dénonce les stationnements anarchiques. Mais arrête de manger vraiment au coin comme tu m'as. Très bien. Parce que Sotrama fait maintenant c'est comme je suis. Je suis avec Chamantanga Barafenena. On l'a mis au carré. Ambora bosi kono kana caman fana bɛ baara gɛlɛya olu bolo o donna mo taxi ko la bɛ kuma ko ne yɛrɛ. Long de 196 mètres, le viaduc de Irimajo a coûté 40 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national.
Il est l'une des composantes du projet d'aménagement en 2 fois 2 voies de la route allant de la Tour d'Afrique à Yirimadio et d'aménagement de la route reliant le 3e pont de Bamako à la RN6. Émission à suivre dans nos programmes demain à 21h45 sur ORTM. Une présentation de Sira Bachili. Restez avec nous sur ORTM 1, votre rendez-vous météo avec Aïssata Diawara, c'est juste après moi. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir demain 20h. Grand merci à nos téléspectateurs de Kati Malibougou, Kati Farada et Kati Eramakono. Bonsoir à tous.